Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer la suite de la séquence sur Corneille, le héros et le conflit cornélien. Nous en étions à la morale cornélienne, donc petit 2, éléments de cette morale, et petit c, cartésianisme. Sa raison a prise sur ses passions. Mais pour les contemporains de Corneille jeunes, comme pour ses héros, raison et volonté ne sont pas de froides entités. Elles tendent à devenir elles-mêmes ce que nous appellerons aujourd'hui des passions. Les cornéliens ne raisonnent pas pour raisonner, ni même pour se convaincre. Ils raisonnent pour se connaître et répondre lucidement à l'appel de leur gloire. Petit 3, les âmes bien nées. Les cornéliens sont des enthousiastes, des âmes bien nées, qu'un élan spontané pousse vers la grandeur. Ainsi, la morale cornélienne est aristocratique. Les héros constituent une élite humaine, une noblesse non pas tant du rang social que du cœur. Sans doute le rang joue son rôle. Dans Pompée, vers 275-276, une princesse, Cléopâtre, parle de cette haute vertu dont le ciel et le sang enfle toujours les cœurs de ceux de notre rang. Mais Prusias et Euros sont des rois indignes, tandis qu'un héros comme Sévère n'est qu'un simple chevalier romain. Le rôle du sang est capital. Rodrigue et Chimène sont des héros issus de héros. Si Nicomède est le fils du lâche Prusias, la valeur d'une longue lignée d'ancêtres rois revit en lui. L'hérédité des Cornéliens joue en sens inverse de celle des Raciniens, qui sera un lourd héritage passionnel. Confère, page 309. Page 309, c'est dans la séquence sur Racine, euh, la fatalité. Et non plus un patrimoine d'héroïsme. L'éducation, elle aussi, peut aussi faire des héros. Elle confirme l'appel de l'hérédité ou le corrige. Ainsi Nicomède est disciple d'Hannibal. Dans Héraclius, confère page 107 que nous avons vu, je vous mettrai la vidéo en description. Ça, c'est la vidéo Action extraordinaire, exemple de Héraclius. Léontine dit de Marcion, fils de l'odieux Phocas, vers 1434-1436, c'est du fils d'un tyran que j'ai fait ce héros, tout ce qu'il a reçu d'heureuse nourriture, éducation, donc tout ce mauvais sang qui lui est de la nature. La famille des héros n'est donc pas une caste fermée, on peut y accéder par plus d'une voie. Aucune lourde prédestination ne pèse sur les hommes. Ainsi, l'œuvre de Corneille est fondée sur une morale généreuse et exaltante. Une ardeur jeune et fougueuse, une joie anime les héros cornéliens, jusque dans le sacrifice suprême. Ils sont toujours prêts à renoncer à la vie, par amour, par amitié, par gloire, et pourtant leur honneur semble une forme supérieure de vitalité. À la fois réfléchi et impulsif, passionné et libre, il perpétue l'idéal de toute une époque, qui a aimé comme eux la vie dangereuse, les passions nobles et l'honneur. Confère Condé, La Rochefoucauld, page 349. Et ça sera sur La Rochefoucauld, une séquence qu'on le fera plus tard. Et même Retz, page 372. C'est aussi quelque chose qu'on verra dans la séquence sur lettres et mémoire. Et surtout, ils incarnent un très beau type humain dont les vertus antiques, chevaleresques et chrétiennes n'ont rien perdu de leur actualité. Grand 5, l'art de Corneille. Petit 1, l'art dramatique. Corneille excelle à transposer sur la scène une page d'histoire. Son invention dramatique s'exerce dans deux directions. Petit 1, mettre en valeur les situations propres à illustrer par un beau débat
Tragique, sa conception du héros. Petit 2, ménager des rebondissements de l'action et des coups de théâtre. On peut étudier à cet égard l'effet produit par la méprise de Chimène, 5-5, l'arrivée de Sévère, que l'on croyait mort, 1-4, l'annonce de la victoire d'Horace, 4-2, après celle de sa fuite, 3-6. Donc quand je marque deux nombres, en fait, le premier nombre c'est l'acte et le deuxième nombre c'est la scène. Le revirement d'Auguste à la dernière scène de Cinna, l'intervention inattendue d'Attal en faveur de Nicomède, 5, 7 et 9. 7 et 9 sont les lignes de la scène 5. Non, 7 et 9 ce sont les scènes de l'acte 5. Ce sont toutes des scènes. Au cinquième acte de Rodogune, le spectateur, fasciné par la coupe fatale contenant le poison, se demande avec anxiété si Antiochus étrempera ses lèvres, de rebondissement en rebondissement. L'auteur le tient en haleine jusqu'aux dernières répliques. Au début d'Horace, un oracle nous égare, nous donnant à croire que la tragédie se terminera par le mariage de Curiace et de Camille. Dans Polyeucte, le songe de Pauline, 1-3, nous éclaire et nous égare à la fois sur la suite de l'action. Et je vous dirai la suite un autre jour. Merci à regarder. Au revoir.